Alors, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 avril 2025. Joyeux jour de la visibilité transgenre. Non! C'est plus comme ça cette année, c'était comme ça l'année dernière avec Joe Biden, là, mais c'est joyeuse Pâques à tout le monde. Et on a un Web Journal intéressant aujourd'hui, intitulé La rétribution. Parce que ce qu'on voit depuis une dizaine de jours, c'est une offensive ou un effort concerté de la part je pense que c'est de la part de l'administration Trump, en tout cas des patriotes, de réactualiser beaucoup des dossiers chauds qui sont de retour dans l'actualité depuis quelque temps. La COVID, le vol de l'élection, cette histoire de collusion avec la Russie, la haute trahison de l'administration Obama, etc., tous ces dossiers-là sont revenus sur le devant de la scène. C'est peut-être en réponse à une critique des gens qui disaient « Ouais, ça fait un certain temps que Trump est là, il n'y a pas d'arrestation, etc. » Mais on ramène ça et je vais suggérer aux gens de réfléchir correctement et de vous poser encore une fois la question. C'est-à-dire que si Trump avait l'intention de passer outre ces dossiers-là, est-ce qu'il ramènerait ça dans l'actualité? Est-ce qu'il ferait monter les attentes de son électorat? Lui qui veut passer à l'histoire comme le plus grand président des États-Unis après George Washington, peut-être. Une figure historique qui aura réglé, tu sais, c'est ça qu'il veut, c'est son héritage politique. On parle, ce qu'il fait dans ce mandat-ci, c'est ce qui va rester. C'est son héritage politique. Et donc, est-ce qu'il veut, pensez-y, là, soulever les espoirs de sa base de dizaines et de dizaines de millions d'Américains, et puis pour après ça, décevoir et laisser un pays finalement où la fraude électorale n'aura pas été réglée, où la corruption des hautes instances de l'administration Biden et Obama, en l'occurrence, n'auront pas été punis pour ce qu'ils ont fait, la haute trahison, la militarisation des institutions, du département de la justice, des agences de renseignement contre un candidat, etc. Et donc, laisser un pays, finalement, tout à fait dysfonctionnel, alors qu'il veut tout régler. Le gars est... on le sait, là, les médias l'accusent d'être mégalomane. Il veut régler tous les problèmes de la planète, tous les conflits. Il a démantelé l'État profond. Il veut régler les problèmes de santé. On a une section sur la santé dans le Web Journal aujourd'hui, encore une fois. Il se passe tellement de choses là-dedans. Le gars veut régler littéralement tous les problèmes, mais il va laisser les élections, un système frauduleux, ouvert à la fraude. Il va laisser ceux qui ont militarisé les institutions s'en tirer. Et donc, finalement, il n'y aura pas eu de leçons tirées et on va pouvoir recommencer dans 5 ans, 10 ans, etc. Il n'aura rien réglé sur le front intérieur et il aura déçu tous ses partisans. Pensez-y sérieusement. Est-ce que ça ressemble premièrement à la psychologie du bonhomme? Et donc, tout ça est revenu dans l'actualité pour dire... il y a Mike Flynn qui est intervenu là-dessus pour dire non seulement ça s'en vient, mais il faut participer à l'effort. Et ce qu'on a vu, justement, il y a toutes sortes de trucs qui sont coulés, des informations sur plein de sujets à gauche et à droite. Si vous regardez le compte de Mike Flynn, lui, comment je pourrais dire... comment ils appelaient ça, là, les gauchistes? Là, il amplifie. Il amplifie toutes tous ceux qui cherchent et tous ceux qui commentent ces dossiers chauds qui sont revenus dans l'actualité, notamment avec Tulsi Gabbard. Il y en a plein, là. On va les voir un par un aujourd'hui. Aussi, la question du site de la Maison-Blanche sur la COVID. Là. C'est la Maison-Blanche sur le site de la Maison-Blanche. Ils ont transformé le site covid.gov, les informations sur la COVID par le gouvernement, covid.gov. Quand tu cliques covid.gov, ça te renvoie directement sur le site de la Maison-Blanche, le White House, qui met de l'avant la théorie de la fuite, qui explique en fait la théorie de la fuite de laboratoire et l'implication de personnel médical américain, dont Anthony Fauci, Peter Daszak, etc., EcoHealth Alliance et d'autres, Morans, d'autres, dans les ratés. Et donc, si on avait envie, encore une fois, de tourner la page, pourquoi la Maison-Blanche ferait une page complète là-dessus?
Vous voyez, c'est parce qu'ils ont... Ça va avec la nomination de RFK, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de faire s'effondrer l'establishment. Il y a aussi la nomination de Mehmet Oz à l'assurance médicaments aux États-Unis. Il a fait un discours lors de sa confirmation, de son discours de confirmation, où il dit, en fait, il explique que l'objectif de l'assurance médicaments, c'est les mêmes objectifs que RFK, c'est-à-dire c'est d'avoir des personnes en santé. Si on a des personnes en santé en général dans la société américaine, on a besoin d'utiliser moins de médicaments. Plus les gens sont en santé, moins ils utilisent des médicaments. Alors, imaginez quand tu es dans le bureau ovale, tu fais un discours où est-ce qu'on dit, comme RFK, là, on veut que les gens soient en santé. Donc, ça, tout ce qu'on, les trucs avec l'alimentation, etc., de RFK, les dossiers qu'il a poussés. Et là, il dit, on veut que les gens utilisent le moins possible de médicaments. Ça va totalement à l'encontre. Ce que lui dit et ce que RFK disent, ce que les deux disent, ça va complètement à l'encontre des intérêts de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est le contraire. C'est pour ça qu'ils ont acheté l'agroalimentaire. C'est expliqué dans le livre de Claire Sévrac. C'est pour ça que Big Pharma est avec Big Agro. Hein, parce que plus on mange, puis on a du cholestérol, de ci, de ça, le taux élevé de l'insuline, puis tout ça, plus on est sur les médicaments, on est branché à vie sur les médicaments. Et ça, c'est des profits récurrent pour l'industrie pharmaceutique. Et là, eux autres veulent régler ça. Imaginez à quel point c'est dommageable pour l'industrie pharmaceutique. Okay, donc, il y a ça. Il y a aussi le conflit Israël. Donc, c'est ça. Un mandat sous le signe de la paix et de la reddition de comptes. Il ne peut pas y avoir, c'est ce qu'ils disent depuis, c'est ce que Trump dit, Flynn dit, ce que plein d'autres personnes disent. On ne peut pas avancer en tant que nation. Les Américains ne pourront pas avancer en tant que nation tant que la question de la militarisation des institutions, la haute trahison n'aura pas été réglée. C'est comme si tu avais une blessure qui s'infecte. Tant que tu n'auras pas désinfecté, on ne pourra pas sauver le patient. Alors, dites-moi si le son et l'image sont corrects. En deuxième point, on va rapidement aborder la question des frappes israéliennes sur l'Iran. Si vous avez écouté les webjournaux régulièrement de Radio-Québec, je sais que beaucoup ne le font pas. C'est normal, on est tous occupés. Je ne veux pas être une mémère, là, mais ceux qui ont écouté régulièrement les webjournaux de Radio-Québec savent c'est quoi la position de Radio-Québec là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des canaux de communication entre l'Iran et Israël, puis c'est toujours des fausses frappes, et puis c'est comme c'est comme... Je me rappelle, on voit des vidéos sur Twitter, il y a deux chiens qui jappent chacun d'un côté de la clôture. Là, tu lèves la clôture, puis là, les deux font comme... finalement, sont comme tout doux. Là, tu remets la clôture, puis ils recommencent à japper. C'est un peu comme ça entre Israël et l'Iran. Finalement, il n'y a jamais de dommages réels. Et donc, Trump s'est interposé, apparemment, supposément, qui s'est interposé pour dire à Israël de ne pas lancer des frappes sur l'Iran. Donc, on va parler de ça, de la position de Thierry Messant, qui a fait une entrevue à Géopolitique Profonde très, très, très intéressante, qui, encore une fois, revient sur, finalement, c'est ça, les essentiels de Radio-Québec. Et donc, les Loubaviches ne seront pas contents. Et finalement, la Maison-Blanche, il y a des trucs. On a un segment sur RFK et on va revenir sur le truc de la rougeole au Texas et on va vous montrer ce qu'on avait dit dans le dernier webjournal. On a dit que la section sur la rougeole manquait et que on vous l'a fait aujourd'hui. On vous montre comment les médias réagissent à RFK, comment ils essaient de le piéger, exactement comment ils ont piégé, comme ils ont exactement de la même façon qu'ils ont piégé Trump avec la chloroquine, c'est-à-dire que si tu ne fais pas l'apologie complète du vaccin, tu fais la promotion de remèdes non prouvés, dangereux, qui causent la mort, et tu es responsable des morts. Et là, on voit comment il est... il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le critiquent, qui ne vont jamais au fond des choses. On va faire cette petite section-là aujourd'hui, mais on a aussi une section tout à fait intéressante en fin de webjournal. La Maison-Blanche regrette la régression technologique américaine. Tu sais, il y a un représentant de la Maison-Blanche, le représentant... Kratsios, qui est responsable de... C'est lui ici avec le président Trump, là, qui est responsable de la science et de la technologie à la Maison-Blanche, qui a fait une conférence de presse et qui a dit qu'il
qui se demandait publiquement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on n'a pas de voitures qui volent. On est en 2025, là, on est passé Blade Runner, là, le premier film, je pense. Et on est censé avoir des voitures qui volent, on est censé avoir de la technologie. Or, on a eu une régression. Il y avait le Concorde, maintenant nos avions volent de moins vite que... Il n'y a pas eu d'expansion technologique. Il y a eu une régression technologique, dit le responsable de la Maison-Blanche pour la science et la technologie. Et il regrettait ça. Il disait qu'il s'est passé quelque chose. En fait, il laisse sous-entendre que la technologie a été réprimée. Et en fait, il sous-entend que l'administration Trump n'est pas du tout sur ce logiciel-là. Okay? Donc, pensez à ce qu'on expliquait sur l'énergie libre, le thorium, je ne sais pas l'énergie libre, mais le thorium, etc. Et ça vient aussi s'ajouter aux propos du général Stephen Quast de l'Air Force, qui a été un des piliers de la création des Space Force aux États-Unis. On a une conférence où est-ce qu'il dit des choses absolument... c'est quelqu'un qui est totalement validé par le président Trump. C'est une des personnes les plus haut placées dans la Air Force, dans l'armée aérienne des États-Unis, qui a occupé des fonctions qui lui ont été confiées par le président Trump, et il fait des déclarations qui vont vous donner la chair de poule, je pense. Donc, donc c'est ça, ce segment-là. Il dit, entre autres, je vais juste finir là-dessus, il dit, entre autres, que c'est important de le garder quand on regarde la course technologique. Des fois, ça nous fait peur. Les robots, l'IA ou genre, les voitures volantes, là, ça va prendre une IA, évidemment, pour gérer le trafic aérien. Par exemple, pensez s'il y a comme, par exemple, à Montréal, 10 000 personnes qui ont des voitures volantes, là, des taxis volants, des drones taxis, puis qui peuvent se rendre n'importe où, comme les hélicoptères. Là, sauf qu'on achète ça, ça coûte 75 000 $, et puis tu as ta voiture volante, puis tu peux atterrir. Puis il y a du trafic, comme on voit dans les films. Là, ça va prendre une IA pour gérer ça. Et donc, il dit aussi, donc, la personne, l'État qui déterminera, celui qui aura l'avantage technologique, déterminera les valeurs du futur. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas nécessairement toujours craindre la technologie. C'est parce qu'éventuellement, si tu crains la technologie, tu te fais dominer par les autres. C'est ça. En réel politique, là, si vous regardez l'histoire de l'humanité, ceux qui ont, en termes de militaires, là, ceux qui avaient une technologie plus avancée dominaient ceux qui avaient une technologie moins avancée. On a vu ça avec la conquête de l'Amérique, l'Afrique, etc., la colonisation, tout ça. Et éventuellement, c'est ça. On n'est pas dans le même paradigme. Évidemment, ce ne sera pas c'est pas une influence de cette façon-là, mais elle va se déployer d'une autre façon. Ceux qui ont l'avantage technologique déterminent les valeurs du futur, ont le pouvoir et déterminent les valeurs du futur. Et donc, on a le choix de soit rester en mode régression, style rester les Amish, retour à la campagne, etc. Puis là, finalement, 50 ans plus tard, c'est les autres qui viennent te dominer. Les lois vont changer dans ton pays, tu ne sauras pas pourquoi. Puis là, tout d'un coup, genre, c'est une injustice, etc. Ben, on n'a juste comme pas arrêté de régresser. Puis c'est ça qui se passe un peu avec le Canada de Trudeau. Hein? C'est-à-dire qu'on a beaucoup régressé, on a freiné tous les pipelines. Il y a des centaines, c'est ce que Poilievre disait dans un des débats, là, des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les pipelines, etc., dans l'énergie, pour vendre l'énergie aux Européens, aux Indiens, etc., qui ont été bloqués par Trudeau. Et finalement, à force de toujours dire non, etc., on s'affaiblit. Et là, Trump arrive, et puis il y a le gros bout du bâton, puis on a l'impression qu'il peut, s'il ferme la frontière, puis ferme complètement les échanges, il peut fermer le Canada. Ça devient l'enfer. Et donc... il y a comme une logique inhérente à la politique où est-ce qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Donc, un mandat sous le signe de la paix et de la reddition de comptes. Allons-y immédiatement. Donc, trois interventions. Hein. Donc, il y a eu, c'est ça, allons-y tout de suite. Là. Je vais passer ça. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que les gens ont bien compris. Tout le monde l'a vu, mais ça a fait le tour d'Internet. Même Louis Fouché en France l'a mentionné. Tout le monde l'a vu, qu'est-ce qui s'était passé. C'est-à-dire que le site de la Maison-Blanche a été transformé. Il y a une section qui a été mise de l'avant sur la théorie de la fuite de laboratoire. Et pas seulement ça. Après ça, il y a comme énormément d'autres informations si on continue
à lire qui mettent en cause les institutions américaines dans la falsification de documents, les faux témoignages, le fait de mettre des bâtons dans les roues dans la réponse COVID, etc. Le site sur la Maison-Blanche donne des liens des auditions du Congrès, du département de la Sécurité intérieure, remet en ligne le rapport sur la pandémie COVID, là, dont on avait parlé il y a quelques mois, et met en cause Anthony Fauci et son pardon pour des crimes. Et là, il souligne, ça, c'est pas moi qui l'ai souligné, c'est en bleu foncé, là. C'est highlighté, c'est souligné. A full and unconditional pardon for any offense. Ça, c'est comme ça sur le site de la Maison-Blanche pour quelques crimes qu'il ait pu commettre depuis 2014. Crime. Okay? Et là, on sait que le pardon n'est pas valable, etc. Et donc, c'est une accusation. Ils viennent de mettre Fauci dans en ligne de mire. Et ça fait... Et regardez, quand je dis que c'est une opération concertée, donc il y a ça sur le site de la Maison-Blanche qui sort. Et en même temps, il y a David Pujada. Je l'ai dessus ici, merde. Non. David Pujada, 24 heures Pujada, qui nous dit finalement qu'en Allemagne, Angela Merkel, et ça c'est la télévision française, c'est un présentateur à la télévision française, il avait été comme plus ou moins, c'est une des personnes qui s'était le mieux tenue sur la COVID, Pujada. Présentateur, un animateur de télé française, qui dit Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du COVID en 2020, un rapport confidentiel qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Et là, il y a un segment entier dans ce téléjournal-là qui montre que Merkel savait que c'était, et le gouvernement allemand savait que c'était un accident de laboratoire et qu'ils ont tout fait pour dire non, faire étouffer, ils ont caché les documents. Ils ont tout fait pour étouffer cette histoire-là, faire croire à un truc naturel, comme le disait Fauci. Oh, c'est les chauves-souris, c'est le pangolin, blablabla. Et donc, quand je dis que c'est une action concertée pour ramener ça, c'est pas juste, c'est à l'international aussi. C'est ce qu'on avait vu lors du début de l'opération spéciale en Ukraine, ou de la guerre en Ukraine, appelez ça comme vous voulez, quand le journal anglais Daily Mail avait obtenu des documents, rappelez-vous, sur l'implication de la firme de Hunter Biden, Hunter Biden qui travaillait pour MetaBiota, qui était lobbyiste pour MetaBiota, et MetaBiota qui sollicitait genre de l'aide pour des pathogènes, etc. Et donc, ça avait été coulé au journal anglais comment ça s'appelle? Daily, je me rappelle plus, Daily News. Je ne me rappelle plus, encore une fois, j'ai des blancs des fois en ondes. Et ça, c'est le même genre de choses. Pensez-y. Et donc, la même semaine où on sort sur la Maison-Blanche, c'est un truc Lab Leak qui fait le lien avec la pandémie COVID, le lien avec Wuhan, etc. Paf! En Europe, Merkel savait ce qui tente à valider. Ça valide le truc de la Maison-Blanche. Vous comprenez? C'est comme ça que les patriotes opèrent en coulant de l'information, avec des fuites d'informations, en faisant remonter de l'information qu'on avait oubliée, comme Mike Flynn, là, qui a presque toute la semaine retweeté sur cette histoire de collusion avec la Russie, en montrant, vous voyez ici, ça c'est cette semaine, donc en montrant, en republiant sur Twitter tous les courriels et les échanges entre les agents du FBI qui enquêtaient sur Trump en disant « on va l'avoir, inquiète-toi pas, genre on a une police d'assurance, il ne sera pas élu, on va y voir ». Donc, ils ramènent ça à la surface. D'autres personnes qui sont aussi des influenceurs qui participent occasionnellement à ce genre d'opération-là quand il s'agit de faire remonter des histoires. Scott Adams, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé les webjournaux. Il a écrit un livre qui s'appelle « How to fail at everything and still win big ». Comment échouer sur toute la ligne constamment, mais toujours finir par gagner. Et ça m'avait enlevé ma peur d'échouer que j'avais avant de commencer. J'étais gêné, puis deux, j'avais une peur d'échouer. Et puis, ça m'a donné comme l'impulsion de partir Radio-Québec. Et donc,
C'est le seul qui avait prédit l'élection de Trump en 2015. Il avait vu comment Trump parlait et j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et là, il revient lui aussi avec cette histoire de collusion avec la Russie. Et donc, Mike Flynn, Scott Adams, et il y en a d'autres comme ça, d'autres comptes qui ont fait ressortir. Il y a comme cette espèce de... Et ça donne l'impression d'être un... organique venant de la base, etc. Mais il y a comme... si on regarde encore une fois, si on a une vue de 40 000 pieds, on voit la... On voit comme une certaine concertation entre tous ces gens-là. Scott Adams, c'est pas un Trumpiste pur et dur, c'est pas comme Mike Flynn. Scott Adams, sa fonction, c'est de convaincre les personnes qui sont à cheval sur la clôture, qui sont comme pas certains de Trump, les indécis. Et il va avec la logique. Et il prend souvent des positions comme anti-Trump. Ah, il a échoué là-dessus, c'était pas son fort aujourd'hui, ou pour avoir l'air objectif, mais finalement, quand ça devient chaud, ramène souvent les gens du côté, en tout cas, il est habile. C'est un spécialiste en relations publiques et c'est le créateur du comic Dilbert. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et là, Mike Flynn, lui, Scott Adams, qui fait justement une de ses émissions là-dessus, sur la trahison de Obama, Brennan, Hillary Clinton, etc. Et dit, comment ça se fait que ces gens-là sont... il dit... Il mentionne dans son petit web journal, c'est Coffee with Scott Adams, prenez un café avec Scott Adams le matin, il parle de les informations qu'on a publiées à Radio-Québec il y a 2 ou 3 ans, à l'effet que la CIA savait, Obama savait, Joe Biden savait que Hillary Clinton avait créé un dossier là, de collusion avec la Russie et que tout le monde savait que c'était faux, mais qu'ils n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, mais ils ont obtenu des mandats d'écoute électronique sur la campagne de Donald Trump pour espionner sa campagne, savoir c'était quoi sa stratégie, pour pouvoir le battre à l'élection de 2016. Et là, il parle de ça, c'est la collusion avec la Russie. Et là, il dit, comment ça se fait que ces gens-là sont toujours pas arrêtés? Et Mike Flynn qui embarque. Donc, il retweet Scott Adams. Comme je dis, Mike Flynn a eu cette espèce de fonction d'amplifier tous ceux qui parlaient de ces choses-là cette semaine. Donc, ces gens-là doivent immédiatement être arrêtés pour conspiration en vue de renverser le gouvernement des États-Unis. Ça, c'est de la haute trahison. Il dit Barack Obama, John Brennan, c'est le directeur de la CIA, Jim Clapper, c'est l'ancien Director of National Intelligence, poste qui est maintenant occupé par Tulsi Gabbard. Susan Rice, elle était, National Security Advisor, je pense, l'ancienne, la job de laquelle Mike Flynn a démissionné. Jim Comey, et là, il dit « he'll talk », il dit qui va parler. S'il dit qui va parler, c'est probablement que ces gens-là ont déjà parlé dans les enquêtes avec des dépositions sous serment, etc. Jim Comey, l'ancien directeur du FBI, Andrew McCabe, le numéro 2 du FBI, etc., etc. Et donc, il ramène ça. Vous voyez que c'est ça. Donc, tout ça remonte à la surface. Et... il dit dans un courriel très important, un courriel assez long, pas un courriel, un tweet assez long, qu'il a publié, je pense, hier ou avant-hier. Il dit « La question qui brûle dans le cœur », et là, je pense que c'est ça, justement. Tout ça remonte à la surface parce que les gens commencent à s'impatienter, se poser des questions. Et il dit ici « La question qui brûle dans le cœur de chaque patriote est la suivante. Quand ceux qui ont commis des crimes contre notre État seront-ils enfin tenus responsables? » Et c'est ça le titre du web journal, c'est la rétribution. En fait, c'est en anglais, c'est accountable. Hein? Tenu responsable, c'est tenu responsable. Donc là, il dit la responsabilité est en marche. Hein? Il dit donc la même chose que Dan Bongino du FBI, de Kash Patel du FBI. C'est pas parce que vous voyez rien qu'il n'y a pas d'enquête. Ils ont rassuré les gens. Ça, c'était il y a 2 semaines. Dan Bongino disait ça. C'est pas parce que vous voyez rien qu'il n'y a pas d'enquête. Les gens sont comme piaf. Là, les gens piaf, veulent des arrestations et ils le sentent. Et c'est pour ça qu'ils publient des trucs comme ça. La responsabilité est en marche. Non pas parce que les politiciens la promettent. Et ça, c'est important. Mais parce que la vérité finit toujours par éclater. Et là, comment la vérité finit toujours par éclater? C'est en coulant de l'information comme ça, comme Merkel avec
sais, avec le lab leak, avec Merkel qui savait, etc. C'est ça la stratégie des patriotes. La stratégie des patriotes, c'est de disséminer l'information pour avoir éventuellement une acceptabilité sociale. C'est le nouveau terme, ça, pour une arrestation majeure comme celle, imagine, un ancien président des États-Unis. Donc, la responsabilité, non pas parce que les politiciens la promettent, mais parce que la vérité finit toujours par éclater. Et c'est eux qui font sortir la vérité avec du coulage comme ça, en utilisant des influenceurs, en donnant des informations à gauche et à droite, en faisant ressortir des informations, ramener ça à la mémoire, faire que les gens en parlent, les partagent, etc., etc. Cependant, la dure vérité est là, la justice n'est pas un spectacle. Il dit « Traîtres et criminels échappent souvent à la sanction, sauf si le peuple l'exige. » Sauf si le peuple exige un changement. C'est là que nous intervenons. Et voilà, vous l'avez là aujourd'hui. Nous devons faire pression, dénoncer et partager chaque conversation, chaque publication partagée et chaque occasion que nous avons de le faire sape leur armure. Ils ont comme une armure, sont protégés par les médias et nous autres, on grignote leur armure en partageant. Et c'est le thème de ce web journal-là. J'ai entendu l'appel du général et on en parle. Donc, le timing... Et là, la question, c'est oui, mais quand, Alexis? Oui, mais quand? Là, rappelez-vous, là, quand on était petit, là, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Hein? Quand est-ce qu'on arrive? Maman, quand est-ce qu'on arrive? On est tous comme ça. Et donc, la personne n'a de boule de cristal. Cela pourrait arriver demain ou l'année prochaine, mais croyez-moi, plus ils fuient leurs responsabilités, plus la chute sera rude. La chute est inévitable. Vous avez des garanties, des personnes haut placées dans l'administration de confiance qui vous donnent des garanties. Okay? Et on sait que Mike Flynn va vouloir se présenter à la présidence. C'est certain avec son film, là, Flynn the Movie, avec l'autobus de campagne, Flynn the Movie, etc., toutes les interventions partout. Ce gars-là, on l'a dit, c'est sûr qu'il va se présenter. Et imaginez, Flynn n'aurait aucun avenir si tout ça n'avait pas été réglé puisqu'il s'est commis. C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles il n'est pas encore dans l'administration Trump, c'est qu'il a besoin d'avoir son franc-parler. Plus tu montes en politique, plus tu dois épurer ton discours. Trump ne dit pas grand-chose. C'est un des présidents, un des politiciens qui dit le plus de choses, mais il doit quand même faire attention à ce qu'il dit. Et même Thierry Meyssan le reconnaît. Donc, ne faites pas attention à ce qu'il dit, regardez les actions. Et plus tu montes dans l'administration, plus tu dois polir ton langage, plus tu dois faire attention, plus tu dois tenir en compte toutes sortes de choses. On le voit avec RFK, etc. Mais Flynn n'est pas encore rentré dans l'administration parce qu'il veut garder son franc-parler et parler à la base. Donc, leur chute sera rude, elle est inévitable. Soutenez ceux qui recherchent la vérité. N'oubliez pas qu'on est en campagne de financement du Québec pour avril 2025. Les lanceurs d'alerte, journalistes, citoyens et ceux qui ont le courage de s'opposer à l'establishment. Et demandez-vous sans cesse où est la responsabilité. Where is accountability? Il martèle le clou comme ça. Okay? Donc, gardez la foi et continuez à vous battre. L'Amérique en vaut la peine, mais c'est pas juste l'Amérique, c'est partout dans le monde. Et donc, il y a il y en a plein d'autres, hein, Flynn. Je ne vais pas toutes les faire, là. Donc, notamment ici, il dit... encore une fois, s'il y a une lettre qui a été envoyée à Tulsi Gabbard au sujet de... une lettre qui a été envoyée à Tulsi Gabbard au sujet des pratiques de censure de l'administration Biden lors des années Biden. Et parce que c'est totalement illégal, ça viole le premier amendement de la Constitution, etc. Et encore une fois, Tulsi Gabbard répond immédiatement « Merci pour votre travail, nous allons regarder ça, etc. » Et Mike Flynn, encore une fois, qui intervient pour dire ces gens-là, ceux qui ont violé le premier amendement, doivent aller en prison. All involved need to go to prison. At Real Donald Trump, at AG General Pat Bundy. Et c'est sur tous les sujets. Hein? Donc, comme je vous dis, je ne les ferai pas toutes. Il rappelle ici le travail de Andrew McCabe. First we fucked Flynn, then we fucked Trump. Ça, c'est dans les courriels. Là. Ça, c'est pas inventé, c'est dans les courriels. Premièrement, on fout la merde avec Flynn, ou on fuck, je ne sais pas comment le traduire à heure de grande écoute. And then we fuck Trump. First Flynn, fuck Trump après. OK? Donc, ils avaient cette liberté de parole-là parce qu'ils ne pensaient jamais que Trump allait rentrer en 2016. Quand Trump est rentré, il a eu accès, il a pu avoir accès au courriel des gens du FBI, de la branche exécutive, etc., et trouver tous leurs petits crimes. Avant que Trump
rentrent à la Maison-Blanche et prennent contrôle de la branche exécutive, ils pouvaient dire n'importe quoi. L'administration suivante, on passait de Bush à Obama, c'est-à-dire d'un criminel à un autre. Et personne n'allait dénoncer les petits secrets de chacun, les courriels, ils s'en foutaient plein les poches, ils vendaient des secrets d'État, Hillary Clinton un petit peu partout avec la fondation Clinton, etc., Joe Biden avec son fils et tout, il empochait, tout le monde s'en foutait. Le Trump est arrivé puis il a commencé à sortir les courriels, t'as dit ça, mon esti? Et parce qu'ils avaient cette liberté de parole parce qu'ils pensaient que Trump n'allait jamais rentrer et ils s'étaient dit on va, de toute façon, s'il rentre, on a une police d'assurance, on va le faire, on va s'arranger pour qu'il ne puisse rien faire. Son premier mandat a été teinté par ça. Donc, mais c'est pas juste ça. Donc, il y a ça, il y a le truc de la. Ils reviennent avec la COVID, avec comment je pourrais dire, une intention de placer Fauci et ceux qui ont merdé sur la sellette en disant, finalement, c'est ça, n'oubliez pas quand Trump a dit « Nous sommes en guerre et c'est comme Pearl Harbor, on a été attaqué et le problème, c'est que c'est pas comme les Japonais qui attaquent avec des avions, c'est une attaque clandestine, une attaque sournoise, qui se fait de façon, clandestine, avec des armes bureaucratiques, biologiques, etc., du mensonge et des médias. Et la contre-mesure va venir dans le même sens. Et quand on parle de contre-mesure à ça, pour aller au fond des choses, justement, ce truc-là de la Maison-Blanche, la Ligue, va dans ce sens-là. Il y a même, quand je disais que plusieurs influenceurs ont été mis à contribution, comme Scott Adams, il y a aussi James O'Keefe de Projet Veritas qui a abordé la question en parlant notamment de Adam Schiff. C'est-à-dire, il y a comme une espèce de faisceau de tout ça sort en même temps. Adam Schiff qui a conspiré avec la CIA de John Brennan pour renverser le gouvernement des États-Unis. Adam Schiff, c'est celui qui a les yeux comme ça tout le temps. Là. On en a parlé à plusieurs reprises à Radio-Québec, qui était sur le comité du renseignement, je pense du Congrès. Et là, James O'Keefe a obtenu des informations à l'effet que, c'est ça, Adam Schiff, je vais vous le montrer pour que, sinon j'aurais dû avoir l'image, mais des fois, Adam Schiff. Hein? Et lui, il n'est pas net, lui non plus, là. En termes de pédocriminalité, là, c'est pas... Mais donc, Adam Schiff, qui a menti, c'est lui qui a été à l'origine de la première tentative d'impeachment du président. Et qui a mené la charge en disant, c'est ça, Trump, collusion avec la Russie, etc., qu'ils avaient des preuves alors qu'ils n'en avaient pas. James O'Keefe montre justement des informations à l'effet que Adam Schiff se rendait à Langley, à la CIA, dans une salle isolée, une petite salle, je pense que c'est une SCIF, et avait accès à des documents de la NSC, des communications, etc. Et les documents montraient clairement que Trump n'avait rien à voir avec... il n'y avait pas d'histoire de collusion avec la Russie, etc. Mais il a continué quand même. Et donc, vous voyez, James O'Keefe qui embarque là-dedans, Scott Adams et Tulsi Gabbard aussi qui est allé à Sean Hannity. Et donc, on a une stratégie médias sociaux, une espèce de guerre, c'est une guerre de 5e génération, là, une guerre hybride avec du réseautage. Tulsi Gabbard qui va... sur Fox News, il y a Internet, puis après ça, il y a aussi une stratégie médiatique, comme avec la COVID, il y a une stratégie Internet, puis aussi une stratégie médiatique avec Pujada en France, Merkel, etc. Et donc, Tulsi Gabbard qui va à Fox News, Sean Hannity, et Sean Hannity qui lui pose exactement la même question que Mike Flynn, que tout le monde, que Scott Adams, que James O'Keefe. Quand est-ce qu'il va y avoir de l'imputabilité? Quand est-ce que les gens vont être arrêtés, etc.? Je vous montre l'extrait. Donc, c'est ça que je dis. C'est ce que j'ai vu cette semaine, c'est ce faisceau qui allait tout dans une direction vers l'imputabilité, vers la rétribution, etc. Et les gens se commettent et le Russia accountability. Anyone ever going to be held accountable for abusing power to that level? Est-ce que quelqu'un va être tenu responsable pour avoir abusé d'un tel pouvoir à un si haut niveau? Là, on parle de la collusion avec la Russie. Là. Donc, la même chose que James O'Keefe, que Scott Adams, que Mike Flynn, etc. Well, that's the goal, Sean. That's the goal, is to find the evidence, find the documentation that proves this to be true. We've seen little bits and pieces of it that have been released publicly so far, but not anywhere near the extent of
of what the intent was behind this whole Russia collusion hoax. Obviously, the president was their #1 target. And there were also many other people around President Trump who were also targeted. Donc, ils ont été ciblés, etc. Mais ils ramènent ça dans l'opinion publique. Vous voyez? Donc, elle ne dit pas quelque chose. En fait, je pense qu'ils ont déjà toutes les preuves. Q l'a dit, we have everything. Ils ont déjà toutes les preuves. Et là, c'est une question d'avoir le bon timing, comme le dit Mike Flynn. C'est quand? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans un an? On ne le sait pas. Mais cette offensive multiniveau pour ramener ça dans l'actualité sert d'une part à calmer ceux qui disent « il ne se passe rien », et d'autre part à construire, faire exactement, encore une fois, ce que Mike Flynn dit, c'est-à-dire informer, puis faire en sorte que ça rentre dans la tête des gens. OK, donc, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi Tulsi Gabbard qui a dit finalement, je vous en avais parlé, je pense, la dernière fois, elle a dit, quand je disais que les machines de vote aussi avaient été, elle a des preuves que les machines de vote sont piratables. Et donc, elle fait tomber, est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas. Elle fait tomber un des mythes de l'élection 2020 dans le sens « les machines sont sécuritaires, etc. » Elle dit « Non, les machines sont piratables » dans la réunion hebdomadaire avec le président Trump. Investigating, we have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. And vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. Et donc, elle va rectifier la situation pour que les gens puissent recommencer à avoir confiance dans le système électoral. Il y a Trump qui a renvoyé, rappelez-vous, Chris Krebs, je n'ai pas la photo, j'ai cherché pendant qu'elle parlait, là. Former Cyber Security Agency Chief Chris Krebs leaves Sentinel-1 after Trump's target in executive order. Juste voir si je l'ai comme pas loin l'ordre exécutif, où est-ce que Trump dit Chris Krebs. Est-ce que c'est celui-là ici? Je pense que je l'ai. Hop. Chris Krebs, c'est lui qui a dit que c'était l'élection la plus sûre de tous les temps en 2020, alors que l'élection avait été volée et il était à la CISA, Cyber Security Agency, je vais le trouver là. Christopher Krebs, the former head of CISA. This is a man who weaponized his position against free speech in the election context, in the context of COVID-19. A presidential memorandum to the one you just... C'est lui, Chris Krebs, CISA, Cyber Security Agency, Cybernetic Infrastructure Security Agency, etc. On en avait parlé en 2020, là, il avait certifié l'élection, et donc non seulement Trump signe un ordre exécutif pour lui enlever sa cote de sécurité, mais il démissionne aussi de la compagnie pour laquelle il travaillait depuis, etc., etc. Donc, ça va dans le sens de ce que Tulsi Gabbard... À partir du moment où est-ce que Tulsi Gabbard dit « les machines sont vulnérables », puis lui, l'hostie de Taouin, il a dit que les machines étaient sécures, bien, il y a un problème. Tu sais, si elle a les informations, et il va devoir payer lui aussi comme d'autres, comme ici, Laetitia James. Oui, c'est ça que je dis, rétribution, là. Laetitia James, rappelez-vous cette Attorney General, cette procureure qui avait accusé Donald Trump. C'était un des 4 procès qu'on lui faisait. Eh bien, on se rend compte finalement, elle est elle-même accusée qu'elle était procureure dans New York, mais elle habitait en Virginie. Donc ça, c'est illégal. Qu'elle avait mis le nom de son père comme étant le nom de son mari. Ça aussi, c'est illégal. Elle disait qu'elle possédait un quadruplex alors que c'était un quintuplex. Donc, elle a menti sur ses possessions, etc., etc. Donc, oui, ça lui revient en plein visage. Il y en a d'autres comme ça, là. Voilà. Donc, rétribution. Est-ce que j'avais autre chose là-dessus? Non, allons-y avec donc Israël-Iran. On est rendu déjà à 41 minutes. Israël-Iran.
Israël qui voulait cette semaine... Attendez-moi une seconde. Israël qui voulait frapper l'Iran cette semaine. Hein, ça fait plusieurs fois, ça fait depuis l'automne dernier qu'Israël dit, ben, ça fait longtemps, ça fait des années qu'Israël veut frapper l'Iran. Rappelez-vous, Netanyahou avec sa petite bombe, il dit, ah, l'Iran est sur le bord d'avoir construit son arme nucléaire, il faut intervenir maintenant. Et finalement, Trump n'a jamais, indépendamment de ce que disent Pierre Hillard et toute la gang en Europe, là, Trump n'a jamais fait ça, n'a jamais été, comment je pourrais dire, n'a jamais plié devant le lobby sioniste, on pourrait dire. Et donc, la nouvelle, c'est ça, c'est que finalement, Trump a empêché Netanyahou de frapper l'Iran. Hein, donc ici, Times of Israel, Trump wave off planned Israeli attacks on Iran to pursue negotiated nuclear deal. New York Times. Le New York Times, dans un article du New York Times, on nous dit que Trump a waved off Israeli strike, a dit... ont empêché la frappe israélienne. En fait, je pense qu'initialement, c'était que les Israéliens voulaient faire une frappe sur l'Iran. Ils avaient besoin des États-Unis pour le faire. Ils ne voulaient pas y aller tout seuls. Et Trump a dit non, ça ne va pas se faire. Et puis, on n'est pas avec vous. Et puis, laissez faire cette idée de frappe. Donc, after discussion emerged with his administration, Trump préfère, nous dit Times of Israel, poursuivre des négociations avec l'Iran. Bien oui, Trump, c'est un faiseur de paix. Ça fait presque 8 ans qu'on explique ça à Radio-Québec. Partout, il n'attaque pas. Et même les frappes, les supposées frappes sur les Houthis, ça, on pourrait encore une fois, là, il avait montré une image où est-ce qu'il frappait un rassemblement de Houthis. On ne sait même pas si c'est pas une image genre en Afghanistan en 2017 ou même en 2013. Généralement, quand les présidents arrivent en fonction, ils font une frappe. Bill Clinton l'avait fait, Bush l'avait fait, tout le monde, Biden l'avait fait, Obama l'avait fait. Quand tu rentres en fonction, généralement, tu fais une frappe pour établir ton rôle de commander-in-chief, etc. Puis on ne sait même pas si donc, ce sont des vraies frappes. Il n'y a pas de corroboration de tout ça. Donc, Israël envisage une frappe limitée contre l'Iran et finalement, Trump a dit non. Donc, ça met du plomb dans l'aile, encore une fois, du discours Trump contrôlé par Israël. Je rappelle que j'ai fait une série de 3 webjournaux sur le fait qui expliquent comment Trump est impossiblement contrôlé par Israël. Il n'est pas compromis, il n'est pas acheté par les Lubavitch. J'ai fait ça il y a presque 1 an, il y a 10 mois, l'été dernier. Donc, Trump compromis, Trump 101, la genèse, et Trump 102, l'opération. Comment Trump 101, la genèse, c'est comme de 2012 à 2016. Comment et pourquoi Trump est arrivé à la présidence? Parce que la sécurité nationale des États-Unis et la Constitution des États-Unis étaient menacées par la trahison interne, etc. Il n'a pas été placé là par des puissances mondialistes. Même chose avec Trump compromis. On regarde l'influence du lobby de l'AIPAC et du lobby sioniste sur Trump. Donc, je vous réfère à ça quand les gens vous disent, là, Trump, AIPAC, Trump... regardez ces 3 webjournaux-là. Et là, ici, il y a Thierry Messant qui va exactement dans le sens de Radio-Québec, finalement, dans une entrevue qui a été diffusée il y a 2 jours sur Géopolitique profonde. Et il y en a une autre qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, Trump a tordu le bras de Netanyahou. Et Trump renverse la table. C'est celle-là ici, c'est en bas. Trump renverse la table. Je vous montre un extrait. Finalement, Thierry Messant semble être le seul qui a compris la politique étrangère de Donald Trump dans la région. Le seul. Tous les autres, souvent en Europe, tu lis des affaires. Je ne vais pas être méchant. C'est Pâques. Mais allons-y avec Thierry Messant. Écoutez bien. Moi, je pense qu'il faut juger Donald Trump sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il dit. Ah! Parce que c'est quelqu'un d'abord qui est d'une culture tout à fait différente de la nôtre. Lui, il bouscule les gens quand il arrive. Voilà, c'est sa technique. Toujours, il bouscule. Donc, ces déclarations à l'emporte-pièce sont très choquantes pour nous, mais ce qu'il fait mérite vraiment un coup de chapeau. Un coup de chapeau. Merci Thierry Messant, parce que Trump fait la paix. Trump évite la 3e guerre mondiale, empêche le grand Israël, nous raconte-t-il, etc. Merci Thierry Messant. Parce que, en fait... S'il continue comme ça, je vais lui envoyer une photo de moi torse nu. Actuellement, il a fait 3 grandes choses. D'une part, il a détruit, mais systématiquement détruit, alors comme ça, il fait des grandes déclarations, mais il va beaucoup plus loin. Il a détruit tout ce qui fait l'impérialisme des États-Unis.
Là, pensez à USAID, pensez à la CIA, pensez à tout ça. Pensez à, c'est ça, le fait qu'il se retire d'Afghanistan. Il a déconstruit, je l'ai expliqué moi-même, ça. Je ne sais pas s'il écoute les web-journaux. Il utilise exactement les mêmes mots que moi. Trump a détruit l'impérialisme américain. Et ça, c'est une avancée considérable dans l'histoire. Il fait ce que Mikhail Gorbatchev a fait en Union soviétique. Et la deuxième chose, c'est que, ayant détruit les instruments de l'impérialisme américain, il établit la paix en Ukraine et au Moyen-Orient, en fait. Pas simplement en Palestine. Alors, en Palestine, pour le moment... Dans toute la région, et c'est pas encore réglé en Palestine, mais c'est dans toute la région. Il établit la paix au Moyen-Orient. Il vous le dit, là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas des résultats visibles, parce que, pour le moment, il y a toujours Netanyahou qui est au pouvoir en Israël. Mais il a déjà réussi à obliger Netanyahou à abandonner sa stratégie de grand Israël. Ça, personne ici ne le remarque, mais c'est quand même, c'est sidérant. Il n'y a plus d'avancée israélienne au Liban et en Syrie. Et on sait qu'il n'y a plus de possibilité de guerre en Iran. Il a déconstruit l'impérialisme américain et il a mis un terme au Grand Israël, à la possibilité d'un Grand Israël. Je me demande s'il va se faire traiter de vendu sioniste, lui. Tu sais, comme on me traite de tous les noms, là, genre Alexis, blablabla. Non, encore une fois, c'est pas parce que je suis partisan, et lui, il le dit, c'est pas encore réglé en Palestine, mais c'est l'objectif, on voit l'objectif régional, c'est la paix. Ça, c'est une vision stratégique, ça, c'est une vision à 40 000 pieds. C'est établir une paix durable dans la région. OK? Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Donc, voilà, Trump qui, encore une fois, souhaite la paix et qui a empêché Netanyahou de frapper. Et là, pensez-y. Je vais juste faire une petite parenthèse. Si jamais il y avait une frappe israélienne sur l'Iran, ça serait une frappe tape à l'œil. Ça serait la même chose que l'attaque, le bombardement de Tel Aviv par l'Iran. Ça serait des on dirait, oh, le site nucléaire a été frappé, etc. Des dommages, 18 morts, merci beaucoup. Une petite réponse symbolique de l'Iran. Et puis... parce qu'il y a des canaux entre les deux et ça serait purement symbolique. Okay? Voilà. Donc, et là, pensez à toutes les conséquences de ça, la paix dans la région, là, fini, là, les conflits dans nos pays. Imagine la paix entre les Juifs et les Arabes. Imaginez, on est capable de... C'est fantastique, c'est difficile. Et les grandes choses sont difficiles à produire, ça prend, il faut des détours, il y a de la souffrance, il faut des compromis, avance, recul, mais c'est pas parce que c'est difficile que tu y vas pas. L'objectif, c'est la paix, OK? Voilà, donc on va y aller ici avec, je pense que je vais garder le truc énergétique pour la fin, on va y aller tout de suite avec RFK, des nouvelles de RFK. Ici, vous voyez comme... encore une fois, les gens qui disent qu'il ne se passe rien. La FDA américaine limite l'accès des employés de l'industrie pharmaceutique à ses comités consultatifs. La Food and Drug Administration, maintenant, ne prend plus comme conseiller sur ces comités consultatifs là, des personnes à la solde de l'industrie pharmaceutique. C'est énorme, ça passe sous le tapis. Il y en a comme des nouvelles comme ça avec RFK, il y en a comme 10 qui passent sous le tapis par jour. Si tu lis, c'est comme une après l'autre. Ici aussi, Mehmet Oz, le nouveau... directeur de l'Agence du médicament aux États-Unis, l'assurance médicaments, le docteur Mehmet Oz. Les gens ne l'aimaient pas pour, je me rappelle pas, il avait peut-être été comme pro-masque ou il avait peut-être dit quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi. Là, mais finalement, il dit son objectif lors de son discours d'acceptation, il dit l'objectif est de réduire la dépendance aux médicaments. Je vous montre un petit peu ce qu'il dit là. Réduire la dépendance aux médicaments. First, we're going to reduce chronic disease. How do you do that? 70% of the healthcare expenditures of this country are driven by chronic disease.
70% donc des dépenses en santé, les médicaments, là, sont alimentés par les maladies chroniques, qui sont liées à l'alimentation notamment. And it is your patriotic duty, I'll say it again, the patriotic duty of all Americans to take care of themselves because it's important for serving in the military, but it's also important because healthy people don't consume healthcare resources. The best way to reduce drug spending is to use less drugs because you don't need them because you're healthy. And it feels a lot better as well. The best way to reduce drug spending is to not use drugs to be healthy. Hein, la meilleure façon de réduire les dépenses en médicaments en santé, c'est d'être en santé et de ne pas avoir besoin de médicaments. Et là, imaginez les compagnies pharmaceutiques, quand ils entendent quelque chose comme ça, c'est tout leur profit qui s'en vont. Là. Moi, j'investirais pas dans les compagnies pharmaceutiques. Là. Présentement, là, si j'avais comme de... J'investirais jamais dans les compagnies pharmaceutiques, là, évidemment, sauf peut-être pour obtenir genre les dossiers des actionnaires comme RFK. Mais c'est pas une industrie qui a un fort avenir avec Trump. Là, okay? Donc, réduire la dépendance aux médicaments et donc les profits des pharmaceutiques. Et là, ici, je reviens sur ce que j'avais expliqué il y a 2 semaines. Je disais que RFK, rappelez-vous, il faut que je baisse la cadence un peu parce que je me fatigue tellement vite là, quand je parle vite et tout. Là. Les gens me disent... parce que les gens me disent, j'ai deux types d'auditeurs. J'ai les auditeurs qui me disent, je t'écoute en accéléré, en 1.5. Et donc, ça veut dire que je ne parle pas assez vite. Quand les gens m'écoutent en accéléré, c'est parce qu'ils veulent... parce que je ne parle pas assez vite. D'autres personnes qui me disent... Là, j'entends des personnes, donc j'ai accéléré la cadence. Là, maintenant, je lis des personnes qui me disent, je t'écoute au ralenti, je t'écoute à 75 ou je t'écoute 2 fois. Il y a trop d'informations. Fait que faudrait que je trouve le juste milieu. C'est toujours ça dans les affaires humaines, c'est toujours trouver le juste milieu. Et donc, rappelez-vous, il y a, quand j'ai pris la défense, j'ai fait un segment d'une demi-heure sur RFK parce qu'il avait publié un article. Il y avait une épidémie, une éclosion, une épidémie de rougeole au Texas. Et là, il avait dit... Dans le titre de l'article, dans le premier paragraphe, il avait dit « Prenez le vaccin, c'est une bonne façon de se protéger contre la rougeole ». Et là, tout le monde sur Facebook, surtout sur Facebook, les mulots de l'info avaient sauté là-dessus en disant « Il a renié sa base, il fait la promotion des vaccins ». Puis là, j'avais dû faire un segment qui explique l'article parce qu'il ne l'avait pas lu, il avait juste lu le titre. Dans l'article, on disait, rappelez-vous de ce segment-là, où est-ce qu'il disait genre la rougeole a été éradiquée à 98% par des avancées dans la sanitation, dans l'hygiène, que essentiellement l'alimentation règle tout et que la vitamine A fait le reste. Et donc, à la fin de l'article, il n'y avait plus de raison de prendre le vaccin. Il avait dit au début, oui, prenez le vaccin. Puis après ça, il avait décrit tous les trucs. C'était finalement pas utilisé l'article, les paragraphes suivants. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de c'était un segment d'une demi-heure, OK? Et donc, là, je vais vous expliquer, et là, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il s'est fait rentrer dedans. Comme Trump avec la chloroquine, là, il y a eu des morts, les premiers morts, genre, depuis des décennies. Alors qu'il y a eu 2 morts au moment où RFK en fonction. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas de mort de la rougeole. Et là, il entre en fonction. Il dit aux gens, ouais, il y a d'autres choses que le vaccin. Hein? Puis là, paf, on lui colle 2 morts, exactement comme Trump. On lui colle 2 morts avec la chloroquine. Puis là, il a l'air d'un fou qui propose des traitements non vérifiés, des espèces de trucs de sorciers, là. Et donc, regardez par exemple. Et là, il y a des petites filles qui décèdent de la varicelle. Et finalement, c'est même pas de la varicelle, c'est de la comorbidité. Il dit, je suis allé à l'enterrement, il y a une fille qui décède. Les médias, les médecins disent, c'est la rougeole, pas la varicelle, la rougeole. Et là, donc, lui, une personne décède de la rougeole, il prend l'avion, il quitte ses fonctions à Washington pour aller à l'enterrement de la petite fille qui est... Pour éviter de se faire rentrer dedans par les médias, là, il va à l'enterrement et finalement, il se rend compte, on lui donne des rapports, etc., c'est de la comorbidité. C'est même pas la rougeole elle-même, c'est de la comorbidité. Et là, il doit s'expliquer dans une entrevue. Je vous montre l'entrevue qu'il a fait avec ABC, où est-ce qu'il s'explique justement là-dessus. Il dit elle avait de la comorbidité, elle avait une maladie, une condition précédente, elle souffrait de mononucléose qu'elle n'était pas capable de régler. Elle a eu la rougeole, elle s'en est guérie. Finalement, après ça, elle a eu une complication avec une bactérie, puis elle est morte de ça.
Mais ils ont dit, elle est morte de la rougeole, comme Trump avec la chloroquine. Il est mort de la... Tu sais, ne prenez pas, suivez pas les comptes. Trump n'est pas un médecin, il n'est pas... You know, there's only 3 deaths from measles in 20 years. Il y a seulement 3 morts de la rougeole en 20 ans. Et 2 de ces 3 morts-là arrivent dès qu'il entre en fonction. Pensez-y, là. 2 de ces 3 morts-là, il y en a eu 3 finalement au total, je ne sais pas si c'est les 3, mais je pense que 2 de ces 3 arrivent dès qu'il entre en fonction. Il y a une éclosion d'une épidémie de rougeole. Et pensez au timing, là. Pensez à comment on essaie de le coincer, ce gars-là. Là. And they're all people with extreme complications. C'est des gens, donc les gens qui décèdent de la rougeole, c'est des gens qui meurent parce avec de comorbidité, avec des complications incroyables, qui sont affectés par d'autres maladies, d'autres pathologies, etc. Mais encore une fois, pensez timing et cui bono, là. Éclosion de rougeole au moment où il arrive et des décès juste après qu'il ait recommandé des traitements alternatifs. C'est incroyable. Et mettez-vous dans la peau de ce gars-là, là, ceux qui l'attaquent. That's how you die from measles, because of the complications of it. Yeah, it's people who are already sick. And C'est des gens qui sont déjà malades qui meurent de la rougeole. C'est pas tu meurs pas de la rougeole, tu meurs parce que tu es déjà affaibli, là. Comorbidité. There was no evidence for example, the 2 children that they were sick before, and they got sick from the measles, right? Elle dit, il n'y a pas de preuve que ces 2 enfants-là étaient morts, avaient des maladies avant la rougeole. Le journaliste ne sait pas de quoi il parle. Là, ici, le journaliste ne sait pas de quoi il parle. RFK le reprend parce que RFK a justement regardé les dossiers de ces 2 petites-là qui sont mortes. Et là, il le reprend en disant, non, il y avait la comorbidité, elle était malade de ci, de ça avant, elle était extrêmement affaiblie avant de mourir. C'est même pas la rougeole. well, no, Daisy Hildebrand, whose funeral I attended this week, was hospitalized 3 times. Donc, Daisy Hildebrand, une des filles qui est morte, avait été hospitalisée 3 fois auparavant. Elle avait une mononucléose dont elle ne pouvait pas se débarrasser. From other illnesses, she had extreme tonsillectomy. Une autre maladie, extreme tonsillectomy, je ne sais pas c'est quoi, là. She had mononucleosis that she could not kick. And then she got measles. She got over the measles, according to her parents. And according to the medical reports, I saw a report on it today, that the thing that killed her was not the measles, but it was a bacteriological infection. C'est une infection bactériologique. Donc, oui, et là, imagine, tu marches tellement sur des œufs que tu dois aller aux funérailles d'une personne qui est morte de la rougeole, une personne, et là, tu dois regarder son dossier de santé pour pas qu'on t'accuse que ce soit toi. Tu sais, c'est un avocat, il sait comment ça fonctionne, là. Pour pas qu'on t'accuse d'être la cause de son décès, parce que tu as dit qu'il y avait des traitements alternatifs et le vaccin n'était peut-être pas nécessaire. Et là, il a regardé son dossier, puis il a été malade de ci, ça, et puis la rougeole est arrivée comme une cerise sur le sundae. La cerise sur le gâteau. Mais c'est pas juste ça. Quand il est sorti l'article, je vais essayer de faire ça vite parce que je veux juste vous montrer comment cet homme-là marche sur des œufs, comment on essaie de le coincer. Quand il est sorti l'article où est-ce qu'il proposait des traitements alternatifs, il y avait d'autres choses que le vaccin qui pouvaient guérir. Et pas juste ça. Après aussi, quand il est allé au Texas, il a dit que certaines des personnes au Texas, sans le vaccin, avaient eu beaucoup de succès pour guérir la rougeole avec de la vitamine A, des trucs comme ça. Et donc ici, on dit, regarde, RFK claims measles can be treated with vitamin A linked to poor diet. There's what the science says. C'est non, gentil, comme... don't believe RFK, what RFK says about measles or French fries. Ne croyez pas ce que RFK Junior dit sur la rougeole ou les frites. Ici, Kennedy links measles outbreak to poor diet and health, citing fringe theory. Kennedy fait le lien entre la rougeole et l'éclosion de la rougeole et une pauvre alimentation et la santé générale, citant des théories fringe. Des théories, comment on pourrait dire, extrêmes ou des théories non validées. Fringe, c'est comme à la limite, là. Donc, instead of vaccines, RFK Junior focuses on unconventional measles treatment, driving worries about misinformation. Au lieu de faire la promotion du vaccin, nous dit CNN Health, RFK Junior focus sur des traitements non conventionnels à la rougeole, ce qui alimente des peurs de désinformation.
CNN dit que RFK Junior, dès que tu essaies de sortir du paradigme du vaccin, tu fais de la désinformation. C'est une machine qu'il y a devant lui, là. C'est une machine qu'il y a devant lui. Ça, c'est fact-check. RFK Junior trompe les gens au sujet de la rougeole, du vaccin de la rougeole, notamment sur l'émission Hannity. Il a trompé les gens en disant que, tu sais, sur le vaccin, en disant il disait qu'il y avait eu des morts du vaccin. Mais c'est pas... ici, c'est Texas never wanted RFK Jr.'s unproven measles treatment. Le Texas n'a jamais voulu de ce traitement non prouvé contre la rougeole de RFK Jr. C'est des traitements, tout ce qui est... Parce que tous les articles vont dans ce sens-là. C'est toujours... Tant que c'est pas le vaccin, les médecins vont toujours dire que c'est des traitements extrêmes, dangereux, non prouvés, etc. Fait que tu essaies de sortir du paradigme du vaccin, puis c'est comme... Tu te prends les médias dans la face. Les compagnies pharmaceutiques, là, les médias dépendent du financement des compagnies pharmaceutiques. Tu te prends les médias dans la face et tu es responsable de mort. Et ici, RFK Junior est resté silencieux sur le vaccin, déclare le père d'un enfant décédé de la rougeole. Un véritable boucher, il a du sang sur les mains. Le secrétaire d'État à la Santé, RFK, approuve le vaccin, finalement ROR, suscitant la fureur de ses partisans. Ça, c'était comme initialement, là, ce qui a parti le bal. RFK Junior affirme que le vaccin contre la rougeole entraîne régulièrement des décès. C'est faux. Fact-check. Rappelez-vous, c'est quoi? On l'a vu avec Trump et la COVID. Et donc, c'est très difficile. C'est-à-dire que même quand tu publies je vais terminer là-dessus, même quand tu publies un article où est-ce qu'il dit là, une éclosion de rougeole là, au Texas, prenez le vaccin, c'est un moyen efficace de se protéger. Mais, là, tu cites l'alimentation, la santé, l'hygiène, la vitamine A, nanana. Même ça, c'est de la désinformation. Même si tu dis prenez le vaccin, mais il y a d'autres traitements, il y a d'autres façons. C'est de la désinformation, puis c'est comme t'es dangereux, puis tu causes des morts. Fait que c'est ça le combat, là. Fait que comprenez un petit peu dans quel environnement cet homme-là évolue, là. OK? Voilà, donc ce gars-là n'est pas, tu sais, il y a comment je pourrais dire, une prime sur sa tête. Et j'ai entendu des énormités, là. À Théo Vox, là, un des commentateurs disait qu'il était allé sur l'île d'Epstein. Ça n'a jamais eu lieu. Et honte à toi, Richard, finalement, d'avoir sorti une affaire comme ça. Richard Descaries, là, qui a dit qu'il était allé sur l'île d'Epstein, etc., sans aucune preuve. Il n'y a jamais eu aucune preuve de ça. C'est une honte. Surtout de la part d'un commentateur conservateur comme toi. Chrétien en plus, là. Ouais. OK, voilà. Donc, on va aller... à 2 reprises, RFK Junior a pris l'avion d'Epstein dans les années 90. C'était avec sa femme et ses enfants. À l'époque où Epstein n'était pas controversé, c'était avec sa femme et ses enfants pour aller notamment voir sa mère à Palm Beach. Epstein prêtait son avion. Là, fait qu'il est allé avec sa femme et ses enfants. C'est sur les registres, là. Mais il n'y a rien, aucune histoire d'île d'Epstein. C'est odieux là, d'aller aussi bas que ça. OK? Et donc, on va terminer avec ça. Bonne nouvelle. Ici, donc, j'en parlais en début de Web Journal. Rappelez-vous ce qu'on disait sur le thorium, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer là, et qui vont changer pour le mieux, notamment en matière de technologie. Je l'ai déjà dit dans un des web journaux, je me rappelle même plus si c'est récemment ou s'il y a longtemps, j'ai dû le répéter, que la technologie a plafonné. On est dans la même technologie que dans les années 60 essentiellement, c'est-à-dire l'automobile, des avions qui vont à une vitesse X, puis des hélicoptères, alors que on serait supposé, notamment s'il y avait eu une progression normale, avoir des voitures volantes et des trucs comme ça, là, des stations orbitales où est-ce qu'on peut visiter des trucs. On est supposé être beaucoup plus loin que ce qu'on est maintenant en termes de technologie. L'humanité est comme gardée sous une chape de plomb où est-ce qu'on ne se développe pas vraiment. Et où, c'est ça, il y a une guerre qui est livrée contre l'humanité essentiellement et les technologies sont gardées en secret. Avant Trump, on aurait pu dire que ces technologies-là allaient être utilisées seulement dans le nouveau monde, dans leur nouvel ordre mondial, avec après le grand reset et tout ça. En premier, il faut contrôler l'humanité avec des passes QR, etc., réduire la population mondiale, contrôler les humains comme des mulots.
Et à partir de après ça, genre, on pourra sortir des technologies fantastiques, etc. Là, c'est le contraire. Trump arrive et il donne toutes les indications de vouloir rendre ça disponible au grand public pour tout le monde. Et ça va dans le sens de son conseiller à la science et la technologie. Ça, ici, c'est le compte de la Maison-Blanche pour la science et la technologie. Official account of the White House Office for Science and Technology Policy. Et le directeur de cet office-là de la Maison-Blanche, c'est lui ici, le directeur Michael Krastios. Et là, il dit justement, comment ça se fait qu'on a été... La technologie ne s'est pas développée et qu'on est essentiellement retardé. On était capable, dans les années 70, d'aller à Mach, je ne sais pas trop combien, avec le Concorde, faire Paris-New York en quelques heures. Et là, maintenant, tout d'un coup, là, on a comme régressé technologiquement, là, really? Et ça, c'est le directeur de Trump et de la technologie. Et après, je vais vous faire entendre le discours de Stephen Quast de la Air Force et de Space Force sur les développements technologiques. The X-15's record still stands, and the Concorde was decommissioned more than 2 decades ago. Our passenger planes are slower than they used to be. Our trains crawl compared to those in other parts of the world. Our cars do not fly. Advances have not stopped, but something has gone wrong. Stagnation was a choice. We have weighed down our builders and innovators. The well-intentioned regulatory regime of the 1970s became an ever-tightening ratchet, first hampering America's ability to become a net energy exporter and then making it harder and harder to build. We seem to have lost focus. En tout cas, je mettrai la publication sur Telegram. Ceux qui écoutent, souvent on me demande des liens. As-tu le lien de cette vidéo-là? Je les mets souvent sur Telegram. Là. Je les mets souvent sur Telegram. Je ne peux pas répondre à toutes les personnes, envoyer la vidéo à chacune des personnes, sinon je finirais plus, je passerais ma semaine à envoyer des liens aux gens puis à répondre aux questions. Il faut un endroit où je les dépose toutes et c'est sur Telegram. Donc, abonnez-vous à la chaîne Telegram si vous voulez, les extraits. Et donc, c'est ça, il déplore, quand on regarde la Chine, présentement, j'aurais dû avoir ça, les vidéos, les trains chinois, les trains à haute vitesse, il y en a en Europe des trains à haute vitesse, mais les trains chinois, les bullet trains à super haute vitesse, des trucs magnétiques, j'ai vu des vidéos maintenant où est-ce que il y a comme plein de taxis volants, des taxis volants, des drones volants, t'embarques là-dedans, c'est un pod, et c'est comme ça. La Chine est en train de se développer technologiquement, elle est en train d'exploser technologiquement. Le futur, c'est la Chine. Tu vas arriver, là, toutes les villes, tout est illuminé en Chine. Tu regardes les villes, là, tu arrives comme Shanghai, même les petites villes, là, tout, c'est beau, tout est illuminé. C'est ça, ils ont le pays en entier est connecté par des trains à haute vitesse. Je veux dire, c'est ça, ils sont leaders dans l'intelligence artificielle, ils ont comme des taxis volants, des trucs comme ça. Et les États-Unis sont encore en arrière avec des vieux trains Amtrak. Puis tout tombe en ruine, etc. Et donc, il y a cette volonté-là de libérer l'énergie. Trump, avec le thorium, il a mis la personne, là, je ne me rappelle plus son nom, directeur de l'énergie, j'en ai parlé il y a 2-3 webjournaux là, qui justement voulaient libérer le thorium et l'énergie nucléaire, etc. Donc, il y a cette volonté d'épanouissement. Là, je vous fais écouter la vidéo de, ici, Stephen Quast. Stephen Quast, qui est lieutenant général dans la Air Force. C'est le même grade que Michael Flynn, là, lieutenant général dans la Air Force, et qui a été instrumental, ça c'est en anglais, qui a été important pour Trump, qui est une personne de confiance pour Trump. Il l'a utilisé notamment pour l'avenir des Space Force. Lui a une conception totalement... il y avait un débat entre deux généraux sur l'avenir de la Space Force. Un des généraux s'était surtout orienté vers le déploiement militaire pour battre, par exemple, les Chinois sur le terrain ou sur la mer, etc., alors que lui dit il y a une vision complètement différente, c'est-à-dire que c'est l'avenir de l'humanité, celui qui possède la technologie, c'est ce que j'expliquais en début de webjournal, celui qui possède la technologie est capable de déterminer les valeurs du monde. C'est comme ça. OK. Donc, il y a plusieurs articles sur lui, si vous le tapez. Trump l'a utilisé en 2000.
2019, Trump l'a utilisé comme... l'a mis à la tête d'un groupe de travail sur les electromagnetic pulse, une attaque par onde sur les États-Unis. C'est lui qui était là, donc Lieutenant General Stephen Quast. Vous avez ici, il a écrit un article lui-même sur Politico. Opinion, where does Space Force must go? Stephen Quast. Hein? Donc, sur l'avenir des Space Force, vous avez ici la bataille pour l'âme des Space Force, un autre, il y a aussi un autre un podcast ici de janvier 2025 où le lieutenant général Quast répète tout ce qu'il dit dans la vidéo que je vais vous montrer, qui est ça ici, c'est sa conférence « Why we need a Space Force ». Et là, écoutez bien ce qu'il dit au niveau de la technologie. Energy. The seed corn of all development, all growth, all survival, energy. So energy, transportation, information, and manufacturing, these are the things that change humanity, that will change world power. Et rappelez-vous, ils viennent nommer les trucs, là, l'énergie de la communication, etc. C'est exactement ce que les mondialistes ont ciblé. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est exactement ce qui était ciblé par les mondialistes avec les trucs verts pour réduire notre consommation d'énergie, pour nous empêcher de nous épanouir. Il l'explique, ce que j'ai expliqué à de nombreuses reprises dans les webjournaux, il l'explique justement là. Et comprenez l'attaque des mondialistes contre l'humanité. Et qu'est-ce qui est en train de se produire avec Trump? C'est exactement le contraire. C'est l'émancipation de l'être humain. And they are descending upon us in ways that are very unique. The technology is on the engineering benches today, but most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour. Est-ce que vous avez bien entendu? Les technologies existent présentement où on peut voyager n'importe où sur le globe en 1 heure. N'importe où. La technologie existe maintenant. Une technologie qui peut transférer de l'énergie de l'espace jusque dans ton cellulaire, etc., etc. On peut voyager maintenant. Oubliez les avions, oubliez les voitures, on peut faire Montréal, Moscou, Montréal, Pékin, Montréal ou Paris, Rio, Paris, Tokyo en 1 heure. Cette technologie existe. To deliver Wi-Fi from space, where you never need a cell tower to connect. To deliver energy from space, where you never have to plug your phone in, and it trickle charges, and you can use that energy over time. It can be applied to cars, to houses. The technology of Edison and Tesla that we live with in our energy environment, our paradigm today, is expensive, it's dangerous, and it's wasteful. Plug it into the wall, but yet that's not what we all do. Il parle essentiellement d'énergie gratuite, c'est-à-dire l'énergie comme tirée carrément de la ionosphère, c'est-à-dire quand on parle d'énergie gratuite, c'est pas juste que l'énergie libre, là, c'est essentiellement qu'il y a tellement d'énergie dans la ionosphère autour de la Terre, là, c'est ça, avec le système HAARP, c'est un peu de ça qu'on parle, là. Que normalement, on n'aurait pas besoin de construire des barrages hydroélectriques dangereux pour les rivières. On n'aurait pas besoin de construire des centrales nucléaires ou des centrales au charbon. On aurait juste à avoir... La technologie existe, il le dit, là, pour prendre directement, avec Tesla, etc., Edison, directement l'énergie de la ionosphère et l'envoyer dans ton cellulaire. Et on est sur le bord de ça. Et donc, joignez ça avec ce que dit ici Krastios, etc., et la volonté de Trump, les gens que Trump met, notamment dans Stephen, c'est quoi ce nom? Au département de l'énergie, qui libéralise, qui va aller vers le thorium. On est sur le seuil d'un boom technologique qui va tellement améliorer l'humanité. Et c'est ça que Trump veut laisser. Quand j'ai commencé mon web journal en parlant de son héritage politique, cet homme-là voit grand. On ne pourra jamais lui reprocher le contraire. Et
non seulement il aura réglé, il aura, comme le dit Thierry Messant, il aura établi la paix dans le monde, aura détruit l'État profond, établi la paix dans le monde, réglé les problèmes à l'intérieur des États-Unis, mais il aura laissé aussi comment je pourrais dire? Il aura pavé la voie à une ère de prospérité sans précédent avec des technologies qui sont présentement réprimées, gardées secrètes, de l'énergie libre, etc., etc. C'est ça qui nous attend. OK? Et là, c'est pas juste, je suis pas juste comme un lunatique qui dit ça, là. C'est pas, tu sais, il y a des gens qui Cossette est toujours optimiste, etc. Regardez ce qu'ils disent, asti. C'est pas, moi, je fais, tu sais, je monte, c'est vers ça qu'on s'en va, là. OK? C'est les gens qui disent la conférence au complet est totalement hallucinante. Why we need a Space Force sur YouTube. Où est-ce qu'il parle. Puis il y a aussi celui-là, vous pouvez le trouver sur Twitter. C'est un compte lié à Q en passant. C'est StratQ aka Vegas Mark. Strack Q. La vue à 40 000 pieds, la vue d'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle il explique, lui, Quast, la raison pour laquelle les États-Unis doivent être dominants en matière de technologie parce qu'ils veulent que les valeurs, que ce soit eux qui déterminent les valeurs du futur. Et si c'est au contraire, si c'est la Chine qui est dominante, c'est les valeurs chinoises qui vont nous déterminer. Les Chinois vont nous racheter, les Chinois vont faire passer nos lois, nos politiciens vont être tributaires, vont être comme obligés de négocier avec les Chinois qui imposeront leur façon de voir. Moi, je préfère généralement, et c'est pour ça qu'on doit rester dans le développement, puis tout ça, puis qu'on... Pour pas se faire imposer les trucs des autres. Et lui, c'est ça, c'est finalement tant mieux si c'est les valeurs de liberté qui triomphent. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous. J'avais d'autres choses ici, mais je pense que je vais le garder pour le prochain Web Journal. On va garder ça pour le prochain Web Journal. La Cour suprême britannique qui a finalement dit que les femmes trans n'étaient pas des femmes. C'est officiel. Voilà. Alors, on remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On remercie ceux qui nous donnent la possibilité de faire ces analyses, rendre ça public pour tout le monde et expliquer ce qui est en train de se passer sur la Terre présentement, loin des conceptions... comment je pourrais dire? Loin des préjugés sur Trump, loin des préjugés sur RFK. Ces gens-là qui nous soutiennent nous permettent de clarifier les choses, rendre ça clair pour tout le monde et comprendre exactement où on est rendu. Je pense qu'à Radio-Québec, c'est comme, tu sais, quand tu es dans un labyrinthe, souvent les gens qui... Je lis des posts, je lis les réflexions des gens, puis on dirait qu'ils sont comme dans un labyrinthe, puis ça tourne, là, un mur, puis là, ils reviennent en arrière, puis ils comprennent pas Trump, ils comprennent pas nécessairement ce qui se passe dans le monde, ils comprennent pas ce qui se passe au Moyen-Orient, ils comprennent pas ce qui se passe avec le développement technologique, comprennent pas ce qui se passe avec le Director of National Intelligence, les enquêtes à l'intérieur. Ça a toujours l'air comme bien laborieux à Radio-Québec, ceux qui nous supportent, ceux qui nous permettent de présenter cette vision-là aux gens qui est comme, tu sais, quand tu es dans un labyrinthe, tu es pris dedans, mais quand tu as une vision d'ensemble, c'est ça la vision de 40 000 pieds, quand tu as une vision d'ensemble du labyrinthe, tu peux faire genre, ah ben tiens, et c'est un peu ça que les contributeurs de Radio-Québec, c'est le cadeau qu'ils font à tous les autres auditeurs, ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a des gens plus pauvres, il y a des gens qui donnent ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent avec un couteau dans la gorge, puis ils cherchent la faute, là, la faute dans le raisonnement. Là, tu as utilisé le mauvais mot. Pour tous ces gens-là, il y a les contributeurs de radio. Et donc, on est en campagne de financement en 2025. Avril 2025, on finit notre année financière le 31 avril. Et on sollicite votre soutien. Vous savez comment le faire. Il y a ici par la poste. Si vous faites ça au Canada, c'est des chèques canadiens, c'est... Radio-Québec. Pour les chèques européens, c'est à mon nom personnel. Et donc, par virement Interac, Bitcoin et PayPal, c'est aussi, vous trouvez les informations sur le site, par carte, etc. On rappelle que notre ami Gilles Belrose est en spectacle est en spectacle à la scène Le Bourgneuf le 24 mai prochain. C'est un spectacle super. Vous pouvez trouver ces tickets. On va mettre les liens. J'ai oublié de mettre le lien dans les commentaires sous Rumble et les autres plateformes. Je le mettrai tout à l'heure. Donc, on vous montre, on
On va se laisser avec un petit extrait de le preview de son show, là, le pitch de son show. 30 avril, c'est ça, c'est 30 avril. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Moi, tu sais, j'ai dans ma vie personnelle des hauts, des bas, etc. Mais en ce qui concerne Trump, je veux dire, où s'en va le monde? On s'en va vers la paix internationale, comme le dit Thierry Meyssan. Et puis tout ce qu'on voit au niveau technologique énergétique aux États-Unis, on s'en va vers une ère de prospérité. C'est aussi... Ouais, il y a les tarifs, il faut régler. Il veut renégocier avec le monde. Là. Il veut, tu sais... Ouais, correct. On va renégocier. On va négocier, personne ne va nous... On va négocier, C'est généralement très, très, très positif. OK? Est-ce que c'est bon? Les Français nous quittent parce qu'il est déjà très tard. Alors, bravo. Alors, on se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon dimanche prochain pour une autre édition de Radio-Québec. Merci à ceux qui nous appuient. Voilà, le spectacle de Gilles Belle-Rose ici avant le outro. Salut tout le monde. Et toi, t'aimerais ça passer tes samedis soirs à faire autre chose que tricoter? Oh que oui! T'aimerais ça voir un show d'humour qui sort de l'ordinaire? Ah, ça tu peux être sûr! Ça donne bien parce que le show de Gilles Belle-Rose se promène un peu partout au Québec. Oh, c'est intéressant ça! Pour ceux qui savent pas c'est quoi un Boston-Perrier, mesdames et messieurs, c'est comme une vache de 6 livres. Avec les yeux à Jean-Luc Mongrain. Assurez-vous d'avoir vos billets pour venir voir le spectacle de l'année. Ouais, ma professeure elle me disait tout le temps, si tu réussis pas à l'école, tu vas faire humoriste. En plus d'1 heure d'humour, vous avez droit à 2 heures de musique unique en son genre. Son